Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Je m'excuse, ma voix ne porte pas. Thank you. Je tiens tout d'abord à saluer les intervenants de ce matin qui m'ont appris beaucoup de choses. Je salue également l'intervenant, je crois qu'il porte le nom Khalifaté, n'est-ce pas? Qui vient de parler justement. Je salue son courage, sa persévérance, surtout face au terrorisme. Le terrorisme, j'en connais un bout, pour avoir été membre du Conseil consultatif national du président Mohamed Roudia Fahimullah, et pour avoir reçu une balle qui m'a traversé la tête de part en part. Voilà le résultat. Donc, si vous le permettez, je vais vous donner lecture de ce petit texte que j'ai intitulé « Un écrivain algérien aux prises avec la modernité ». J'aurais pu intituler cette intervention « Entreprendre en littérature », puisqu'il s'agit ici de tentatives de tracer des lignes de conduite ou de lancer des idées dans ce sens. Ok. Mais cela aurait été prétention de ma part, dès lors que je ne puis faire partie du lot de scientifiques que vous êtes, de l'esprit d'entreprise proprement dit. Bien qu'ayant une vague idée sur ce forum, sinon une toute petite notice envoyée par mademoiselle Naila Zerguini par le biais d'Internet et plus tard de vive voix, j'ai accepté aussitôt à être des vôtres, puisqu'il s'agit de nouveaux champs de connaissances à découvrir, de nouveaux espaces à explorer. Toutefois, je fis aussitôt une espèce de recul en me posant la question suivante. Marzak, qu'est-ce que tu vas faire au milieu d'une génération d'étudiants et de professeurs rompus à explorer de nouveaux espaces épistémologiques, alors que tu fais partie d'une génération révolue ou en retard de plusieurs révolutions? Madame Stéphane, de quel langage vas-tu faire usage à cette occasion? La gageure est d'autant plus de taille que mon intervention ne devrait pas dépasser les 18 minutes. Or, moi, de par mon amour pour la littérature, je suis porté sur les envolées lyriques. L'exactitude mathématique me faisant défaut. Toute ma vie, j'ai été journaliste. J'ai interviewé des hommes politiques. Je n'ai jamais parlé de moi-même. Et voilà que je fais le contraire. En effet, je suis tout à la fois romancier, j'ai publié une dizaine de romans, nouvelliste, j'ai quelques 5 ou 6 recueils de nouvelles, traducteur littéraire et scénariste, j'ai traduit pas mal de textes, j'ai écrit 6 ou 7 feuilletons pour la télévision algérienne, pour les télévisions du Koweït et des Émirats. Bien que je sois à la retraite, je tiens toujours 3 chroniques littéraires hebdomadaires, 2 en langue arabe dans les journaux Al-Masha et Sort al-Hara, et la 3e en langue française dans le journal Al-Watan. Aujourd'hui, j'ai un texte dans le supplément Art et Lettres d'Al-Watan sur le titre Abécidarius. Il y a une question qui n'a cessé de me brûler le ménage depuis des années déjà, à savoir, que dois-je faire face à cette modernité galopante qui rentre chez moi sans crier gare, sans autorisation? Car pour moi, j'ai 66 ans, malgré. Car pour moi, l'identité est primordiale, une condition sine qua non, non pour continuer à vivre en équilibre avec moi-même et avec cette même modernité. La question est d'autant plus lancinante
voire dévastatrice, du fait que je fais partie d'une civilisation englobant les éléments suivants: l'islam, la langue arabe et la langue berbère. Ou ce qu'il en reste. En effet, j'écris en langue arabe. J'ai quelques 25 livres publiés. Il m'arrive d'écrire en français et de faire usage de ma langue maternelle et de l'anglais. Ma langue maternelle, ma mother tongue, le berbère, et de l'anglais. Donc, j'ai publié une dizaine de romans en langue arabe, quelques recueils de nouvelles et des écrits de critiques littéraires, de poèmes en prose, et j'ai fait quelques traductions de quelques textes de Roland Barthes, Hemingway, Alain Robbe-Grillet, James Baldwin, Black Writer, Maupassant et d'autres. Me voilà donc à m'interroger sur le problème de l'identité, alors qu'à un moment donné de ma vie, j'avais cessé de le faire. Je me disais alors que mon pays a combattu pour récupérer son moi historique et n'a plus en question de se demander qui je suis. Or, aujourd'hui, non, la question était donc tranchée pour moi. Or, aujourd'hui, je fais une nouvelle configuration. Je vois une nouvelle configuration prendre forme dans mon propre pays. Le français s'impose encore. Je ne suis pas contre. Et voilà, le français s'impose encore. La langue arabe ne réussit pas tellement, et toutes les défaites, je tiens à souligner, et toutes les défaites du Moyen-Orient se répercutent négativement sur notre enseignement. Ça, je le constate chez mes enfants. Et la langue berbère s'impose petit à petit, quoique d'une manière pas tellement méthodologique, d'après mes remarques, mes constatations. Sur le dernier point, s'agissant de la langue arabe, je dirais tout de même que je suis en admiration de l'exemple donné par le poète italien Alighieri Dante, qui a réussi dans sa divine comédie à imposer la langue italienne depuis le XIIIe siècle. Vous savez qui est Dante? Dante est venu au XIIIe siècle, il était à Florence. Il a fait usage de ce qu'on appelle le bas italien ou la langue de la vulgum populace. Et il a créé, en quelque sorte, la langue italienne qui s'impose déjà depuis 7e siècle. Il y a eu Pétrarque, il y a eu Machiavelli, jusqu'à... N'est-ce pas? J'aurais aimé voir les tenants de la langue berbère, suivre justement, c'est-à-dire écrire, réfléchir en berbère. Ne pas se contenter uniquement de Ait Mengela avec ou la chanson, c'est bon, mais quand on se met à réfléchir dans une langue donnée, on développe cette langue. J'aurais aimé voir les berbéristes, enfin ceux qui connaissent le berbère, qui travaillent le berbère, suivre ce chemin-là. Toutes ces voies se rejoignent, se marient avec la modernité et s'en éloignent quelque peu, surtout lorsque je fais des retours sur moi-même pendant l'acte de l'écriture. En 1938, il s'agit toujours d'identité, en 1938, le grand prosateur égyptien, Taha Hussein, avait soulevé un tollé général au sein de la classe intellectuelle, tout particulièrement au sein de l'Azhar, qu'il avait taxé pour la deuxième fois de mécréant. La première fois, c'était à l'occasion de la publication de son brûlot de la poésie pré-islamique, Fi al-Jahili, et la seconde fois à l'occasion de la publication de son livre L'avenir de la culture en Égypte, Mustaqbal al-Thaqafa fi Misr, dans lequel il soutenait que la civilisation orientale était hellénique, yunaniya. Compris ou incompris, Taha Hussein dut alors essuyer moult critiques. Durant la même période, des analystes dans le Moyen-Orient avaient soutenu encore que la civilisation musulmane en Andalousie
aurait pu aboutir à la civilisation matérielle, pas matérialiste, mais matérielle, que nous vivons aujourd'hui, si la présence musulmane avait perduré pendant un siècle encore en terre d'Espagne. I don't know. Vous voyez donc comment la question de l'identité revient, en ce qui me concerne, sur le tapis dès que je me mets à réfléchir sur ma place dans cette existence, surtout face à la modernité. Or, ce qui me préoccupe au premier chef, ce qui me chagrine, c'est bien ce besoin lancinant, dirais-je, de me positionner dans ce monde changeant tout en restant moi-même. De fait, j'appartiens à une ère de civilisation précise. On a beau être berbère, on a beau être copte, syriaque, marxiste, islamiste, on est perçu ailleurs dans le cadre de cet ensemble que je viens de nommer. Ensemble, ethnie sous-ensemble. Et dire que Rudyard Kipling, prix Nobel de littérature, le fameux auteur de The Jungle Book, le livre de la jungle, qui était le grand chant de l'impérialisme britannique au début du XXe siècle, avait dit clairement East is East and West is West, and they will never meet. الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا. Il a été catégorique là-dessus. Faut-il rappeler encore l'adage très connu The White Man's Burden, يعني عبء الرجل, la charge, plutôt l'homme que je suis, l'Africain, le tiers-mondiste, qui serait à la charge de l'homme blanc, l'Européen, l'Occidental. Je suis donc le produit de cette civilisation ou ce qu'il en reste, ou de ce qu'il en reste. Auparavant, je n'ai jamais éprouvé le besoin de m'interroger sur mon identité, tant celle-ci me semblait ancrée dans mon être profond. Que puis-je, en tant qu'écrivain algérien, apporter à la civilisation actuelle, tout en restant moi-même, et vice-versa? Que dois-je faire pour me surpasser? Le sémiologue et romancier italien Umberto Eco, que vous connaissez, dit quelque part, quand on se met à écrire, c'est avec l'idée de dépasser Homère. Sinon, à quoi bon écrire? Et c'est vrai. Dans cette panoplie d'idées qui se chevauchent en moi, qui se bousculent à longueur de journée, au milieu de tout ce magma, que faut-il que je fasse pour être logique avec moi-même et avec mon entourage direct? Autant de questions qui ne cessent de me tarabuster sans que je puisse donner quelques réponses logiques. Bref, c'est en quelque sorte la grande inconnue dont parlent les mathématiciens. Sin, Majolana, le Kabir. Parfois j'ai l'impression de cheminer, je l'ai dit à Naïla déjà, parfois j'ai l'impression de cheminer sur des pistes que je dois inévitablement débroussailler. D'autres fois, c'est l'impression d'être subitement sur une autoroute sur laquelle les normes internationales ne sont pas tellement respectées. C'est-à-dire, pas de station d'essence, pas de restaurant ni d'endroit pour se reposer afin de reprendre le souffle, etc. Toutes ces voies se rejoignent quand même à l'horizon et se rencontrent avec le monde de l'informatique, avec une touche de classicisme bien sûr. En d'autres termes, je fais malgré moi cavalier seul. Pour ne pas dire, je suis un loup solitaire. Bref, je suis dans la foule sans y être. Je suis passé de la tablette proprement dite al-lawha. Les plus âgés d'entre vous, ya'rifuna al-lawha. Je suis passé de la tablette proprement dite au livre. Le palimpseste. Eh bien, j'en ai fait l'expérience directe avant qu'il ne prenne forme dans l'esprit de l'équipe telle qu'elle, Philippe Soler et compagnie, ou de quelques autres structuralistes. Ceci au travers de ma mère qui me préparait ma propre tablette pour aller apprendre le Saint-Coran à l'école coranique ou aller à la mosquée du quartier. Je suis né en 1945, j'ai été à l'école coranique et à l'école
l'Arabia à l'âge de 3 ans en 48 et je disais même à chaque fois l'Arama, je n'ai pas eu d'enfance. 3 ans aller à l'école, c'est trop. Hein? Donc, ce palimpseste, je le retrouve, je l'ai retrouvé, je l'ai vécu indirectement, pas dans sa façon développée, dans la façon développée. Abu Firas, le grand poète, disait وما هذه الدنيا إلا صحائف لها من كف كاتبها بشر. Bon, بيت القصيد كما يقولون c'est البشر, c'est le palimpseste. Al-Bashr en arabe classique, parce que le mot palimpseste, lorsqu'il a été traduit dans les années 60 et 70 au Moyen-Orient, قالوا الترس, or pour moi c'est incorrect. الترس c'est un support sur lequel on écrit. Al-Bashr c'est l'acte d'effacer et d'écrire une nouvelle fois sur le même support, c'est-à-dire sur la même tablette, Al-Bashr. Donc j'ai connu ce palimpseste il y a, je sais pas, presque 60 ans, sinon plus. Avant cela, j'ai commencé mon apprentissage de l'écriture avec le qalam, non avec la plume. J'ai même écrit un roman intitulé Calamus. Calamus, du latin, calamus, de l'arabe, qalam, même en grec, il y a le mot kalam. Voilà, il a une autre signification. Calamus, c'est le titre de mon roman que j'ai mis en forme en arabe, on lui donne un autre titre, Al-Wah al-Bahr, les tablettes de la mer. Au vu du monde du numérique tel qu'il s'offre à moi aujourd'hui, il est certain qu'il va évoluer encore beaucoup plus rapidement qu'il n'a fait jusqu'à présent et générer de nouvelles configurations, ça c'est certain. Seulement, va-t-il devenir aussi souple que le support papier? L'homme a été patient en ce domaine. Il faut le dire, patient dans la mesure où il a suivi de près cette évolution qui a pris le départ avec les tablettes sumériennes il y a plus de 5000 ans, en passant par les rouleaux, scroll in English language, le papyrus, pour arriver à Gutenberg, 1453, à la rotative d'aujourd'hui, et bien sûr, à la forme du livre d'aujourd'hui, qui est du reste une forme on ne peut plus développer et raffiner. J'ouvre la parenthèse pour dire une fois de plus que je suis d'une génération qui a fait son apprentissage dans les livres, ayant le papier comme support. La tablette sur laquelle j'écrivais, c'est ma mère, Narama, qui me l'a préparée en passant une légère couche de glace dessus, de même qu'elle préparait l'encre en brûlant de la laine, en lui adjoignant smar, un adjuvant pour الحلوى يطيبوا بالحلوى de même qu'elle préparait l'encre en brûlant de la laine et me taillait le roseau pour en faire un calam. Voyez cette intimité que j'espère développer dans un roman un jour. C'est dire le rapport intime que je maintiens encore avec la calligraphie, surtout en caractère arabe. J'ai appris à lire et à écrire en arabe dès 1948. J'aime donc, quand j'écris en arabe, les tournures, les cassures, les arabesques, etc. Parfois, le chagrin m'enveloppe à l'idée de voir un jour la calligraphie en arabe disparaître. Effectivement, la calligraphie maghrébine, le khat al-maghribi, a disparu de la cheville. C'est une belle calligraphie, on ne le voit plus jamais. Donc, je suis à l'image du romancier, je suis à l'image du romancier français Jean Giono, qui, avec l'apparition sur le marché du stylo bic dans les années 30, s'était empressé d'en acheter quelques centaines de plumes. Sergent Major, vous le connaissez. Craignant ainsi de voir ce type de plumes
qui a fait le bonheur des écoliers depuis plus de 100 ans, disparaît à tout jamais. Et je crois que la plume Serge Major a vraiment disparu, sinon de l'attirail de quelques dessinateurs et de quelques nostalgiques. La numérisation des livres ou des livres, eh bien, c'est formidable. Encore faut-il créer tout autour d'elle, voilà, une espèce d'intimité, à l'image qui a toujours existé avec le livre en papier depuis des lustres. Que dire alors du lien culturel arabe et musulman en ce domaine? Des centaines de milliers de manuscrits gardés jalousement dans certaines bibliothèques privées ou éparpillés à travers le monde. En effet, comment remettre au devant de la scène tout ce corpus esthétique, j'y tiens, corpus esthétique. C'est beau. Le numériser et le rendre attrayant aux yeux des lecteurs, des chercheurs et des universitaires. Le computer, j'ai toujours le computer, je sais pas, l'ordinateur. Le computer me fournit tant de facilité pour écrire, peut-être même pour développer mes idées. Toutefois, j'éprouve toujours le besoin de recourir à la plume, au qalam. J'en suis à me demander si je ne fais pas une note discordante de ce grand orchestre qui est celui de la modernité. Comme je l'ai déjà dit, je suis romancier et le roman, comme vous le savez, est une forme littéraire importée du monde occidental. Certains historiens de la littérature prétendent que cette forme a existé en littérature arabe classique. Ce n'est pas vrai. En revanche, ce qui a existé, c'est bel et bien la narration as-sard, qui est du reste le propre de tous les peuples de la terre depuis que l'homme est homme. Or moi, j'écris en arabe. C'est-à-dire, j'essaye d'adapter en quelque sorte la forme roman à la littérature arabe et vice-versa. Ce n'est pas chose facile, croyez-moi. Non parce que je ne maîtrise pas cette langue, loin de là, mais c'est parce que je me trouve plutôt obligé d'emprunter de nouveaux chemins pour raconter une histoire en dehors des schémas classiques. Je n'évoquerai pas ici le type de dialogue, à faire usage lorsqu'il s'agirait de faire parler tel personnage dans mes romans. C'est du reste un problème qui a fait couler beaucoup d'encre depuis que la forme roman a été importée il y a plus d'un siècle en littérature arabe. On racontait quelques histoires pas écrites. Or, il se trouve que la narration, en tant que telle, a complètement changé. On se met face à une rame de papier ou face à son ordinateur pour raconter une histoire. Ce n'est plus ou face à un ordinateur pour raconter une histoire, mais d'une manière tout à fait différente des schémas classiques. La manière de s'asseoir pour lire a changé, elle aussi. En littérature arabe, à titre d'exemple, j'avais affaire à ce qu'on appelle en rhétorique le tazmin, c'est-à-dire le fait d'inclure dans son texte, son propre texte, un exemple littéraire précis de tel auteur ou autre. Un verset coranique, un proverbe, une tirade poétique. Aujourd'hui, j'ai affaire à l'intertextualité à titre d'exemple. C'est pas tout à fait similaire, mais quand même, il y a une bonne partie du tatmin dans l'intertextualisation. J'aurai terminé dans 2 minutes. C'est un calvaire pour moi, je m'excuse. En outre, et cela je le constate chaque jour, le passage direct de l'oralité au monde de l'image chinoise, sans transition aucune par l'écrit,
à renverser tous les repères devant moi. C'est pourquoi les jeunes de nos jours ne lisent pas, ne réfléchissent pas beaucoup sur tel sujet ou autre. Et la remarque est globale pour tous les jeunes de la Terre. Du moins, c'est ce que j'apprends par les médias. En d'autres termes, je subis, malgré moi, heureusement et malheureusement, dirais-je, cette modernité galopante qui ne m'accorde aucun répit. On pourra me rétorquer qu'elle est tout de même bénéfique, et je n'en disconviendrai pas, car on ne peut pas stopper l'évolution, encore moins le piratage des idées et des nouvelles pratiques. On est contraint d'enjamber les frontières, scientifiques bien sûr, mais comment dois-je baliser mon petit monde où est-ce que l'on reste? Au début du XXe siècle, Kipling, toujours Kipling, le chant de l'Empire britannique, soutenait ostentatoirement East is East and West is West and they will never meet. Dans les années 60 du siècle dernier, le Canadien Marshall McLuhan parlait de la galaxie Gutenberg et disait que le monde est en passe de devenir un village planétaire. Et effectivement, dans les années 90, le philosophe américano-japonais Fukuyama prétendait que c'est la fin de l'histoire et que le modèle américain resterait le modèle par excellence pour l'ensemble de l'humanité. Puis on est passé à la mondialisation, dévastatrice pour bien des cas. Mon idée là-dessus, si vous le permettez, reste religieuse. Je n'ai pas évolué. Le Saint-Coran dit clairement, nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Certes, l'évolution, on ne peut pas y échapper, ni s'y soustraire. C'est le propre de l'homme, sur quelque latitude qu'il soit. Mais de grâce, laissons les peuples préserver leur identité. Laissons Babel, cette langue, laissons Babel, celle des langues et des dialectes exister, car c'est cette multiplicité qui fait le bonhomme de l'homme un peu partout. Il y a quelque temps, j'ai donné une conférence où je parlais de la nécessité de baliser notre littérature algérienne, bien sûr, et au premier chef. J'en ai à souffrir. Ça, c'est une expérience directe. J'en ai eu à souffrir du fait d'être berbère, arabisant et francisant à la fois. J'ai souvent été taxé de berbériste, dans le sens négatif. Isolationiste quelqu'un. Baptiste, pour avoir écrit en arabe. Et francophile, pour avoir fait usage de langue française. Ça, c'est ma génération. Hein? C'est la dernière. Hein? Ah ben, مقرع. To be or not to be, disait Hamlet, qui savait où il allait, comme disait le professeur Jacques Beck. Moi, à cet âge-là, je me cherche encore. Un des personnages principaux de Macbeth, tragédie de Shakespeare, dit quelque part, he is what he is, il est ce qu'il est. Moi, je suis ce que je suis. Mais il y a toujours une espèce de halo qui m'empêche de voir clairement devant moi, d'autant que j'appartiens à un ensemble où ce qu'il reste d'une civilisation millénaire. Et vous savez pertinemment que le monde est perçu par ce prisme, celui des ensembles.
Comment ne pas disparaître dans un tsunami appelé modernité galopante? Eh oui, comment continuer à profiter de tout ce corpus esthétique et scientifique de la civilisation arabo-musulmane, de la langue berbère, de la langue française, de la langue anglaise, et mettre en même temps un pied ferme dans la modernité? Vous voyez donc, jeunesse d'aujourd'hui, jeunesse scientifique, que je suis venu étaler devant vous mes états d'âme plutôt que de répondre à quelques questions précises. Je pense avoir trop parlé. Éclairez donc ma lanterne. Merci. Je vous jure que ça a été un calvaire pour moi.